Bienvenue au Spitzen Carpe Telema. Nous lisons un extrait de Astérisque Giordano Bruno and the Hermetic Tradition Astérisque de Frances Yates, un ouvrage qui a fondamentalement modifié la façon dont les chercheurs comprennent le substrat intellectuel sous-jacent à la magie de la Renaissance, par extension, la généalogie de l'ésotérisme occidental lui-même. Ce passage concerne le moment où un manuscrit grec arriva à Florence vers 1460 contenant le Corpus Hermeticum, un texte censé préserver les enseignements d'Hermès Trismégiste, le légendaire sage égyptien. Ce que Yates examine ici n'est pas simplement l'histoire textuelle, mais la collision entre l'autorité chrétienne et la gnose païenne, et comment cette collision a généré la structure de permission intellectuelle permettant à la magie de la Renaissance d'exister astérisque au sein astérisque de l'Europe chrétienne. L'enjeu était absolu, si Hermès pouvait être lu comme un prophète pré-chrétien du Christ, alors son enseignement magique pourrait être réhabilité. S'il ne le pouvait pas, alors quiconque étudiait ses œuvres trafiquait avec des démons. Yates retrace cet argument à travers Lactance, Augustin et enfin la décision extraordinaire de Cosme de Médicis de demander à Marcificin de traduire Hermès astérisque avant astérisque Platon, plaçant le mage égyptien avant la philosophie grecque elle-même dans la file d'attente de l'apprentissage de la Renaissance. C'est le moment où l'ésotérisme occidental devient philosophiquement respectable aux yeux du pouvoir orthodoxe. Le passage appartient à la tradition de l'histoire intellectuelle de la Renaissance inaugurée par Jacob Burckhardt et affinée par Paul-Oscar Crustelli, mais Yates s'ajoute un élément crucial, elle lit le renouveau hermétique non pas comme une curiosité antiquaire mais comme une force de transformation. Là où d'autres considéraient les magiciens de la Renaissance comme des platoniciens confus se mêlant à la superstition, Yates les reconnaissait comme les héritiers d'une théologie alternative consciente et cohérente, une théologie qui prétendait être antérieure et sous-jacente au christianisme lui-même. Le mot parfait, ou serment perfectus, est une traduction correcte du titre grec originel d'Asclépio, et le passage que Lactance cite en grec correspond à peu près à un passage de notre traduction latine. Ainsi l'Asclépio, l'ouvrage qui contient la description étrange de la façon dont les Égyptiens fabriquaient leurs idoles et la lamentation sur la religion égyptienne, devient sanctifié parce qu'il contient une prophétie concernant le Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement dans l'Asclépio que les écrivains hermétiques ont utilisé l'expression « Fils de Dieu ». Au début de Pimandé, qui est le récit hermétique de la création, on dit que l'acte de création s'effectue à travers un verbe lumineux, qui est le Fils de Dieu. En discutant du Fils de Dieu en tant que parole créatrice, avec des citations des Écritures, Lactance apporte une confirmation gentille, soulignant que les Grecs parlent de lui comme du logo, ainsi que de Trismégiste. Il pensait sans doute au passage sur le verbe créateur comme fils de Dieu dans le Pimandre, et il ajoute que Trismégiste, qui, d'une manière ou d'une autre, cherchait presque toute la vérité, décrivait souvent l'excellence et la majesté du verbe. En effet, Lactance considère Hermès Trismégiste comme l'un des plus importants voyants et prophètes païens qui ont prédit l'avènement du christianisme, parce qu'il a parlé du Fils de Dieu et de la parole. Dans 3 passages des Instituts, il cite Trismégiste avec les Sibylles comme témoignant de la venue du Christ. Lactance ne dit rien contre Hermès Trismégiste. Il est toujours l'écrivain le plus ancien et le plus sage, dont la teneur des œuvres est conforme au christianisme et dont la mention de Dieu le Fils le place parmi les Sibylles en tant que prophète païen. Dans des passages généraux, Lactance condamne le culte des images et il pense également que les démons utilisés par les mages sont de mauvais anges déchus. Ces choses ne sont cependant jamais associées par lui à Trismégiste, qui apparaît toujours comme une autorité vénérée sur les vérités divines. Il n'est pas étonnant que Lactance soit devenu le père favori du mage de la Renaissance qui souhaitait rester chrétien. Augustin fut cependant une difficulté pour le mage de la Renaissance qui souhaitait rester chrétien, car Augustin dans le De Civitate Dei livre une condamnation sévère de ce qu'écrivait Hermès l'Égyptien, dit Trismégiste, à propos des idoles, c'est-à-dire du passage de l'Asclépio, qu'il cite longuement, sur la façon dont les Égyptiens dans leur religion magique animaient les statues de leurs dieux par des moyens magiques, en y attirant des esprits. Augustin utilise, non pas un texte grec de l'Asclépio, comme l'avait fait Lactance, mais la même traduction latine que nous possédons, et qui doit donc remonter au moins au IVe siècle. Comme mentionné précédemment, cette traduction était attribuée à Apulée de Madora. Le contexte dans lequel Augustin attaque le passage idolâtre de l'Asclépio est important. Il s'attaque à la magie en général et en particulier aux opinions d'Apulée de Madora sur les esprits ou les démons. Apulée de Madora est un exemple frappant d'un de ces hommes très instruits dans la culture générale du monde gréco-romain qui,
las des enseignements périmés des écoles, cherchaient leur salut dans l'occulte, et particulièrement dans le type égyptien de l'occultisme. Né vers 123 après Jésus-Christ, appelé fit ses études à Carthage et à Athènes, puis se rendit en Égypte où il fut impliqué dans un procès dans lequel il fut accusé de magie. Il est célèbre pour son merveilleux roman, populairement connu sous le nom de l'âne d'or, dont le héros est transformé en âne par des sorcières, après de nombreuses souffrances sous sa forme animale, se transforme à nouveau en forme humaine après une vision extatique de la déesse Isis, qui vient à lui sur un bord de mer solitaire où il a erré en désespoir de cause. Finalement, il devient prêtre d'Isis dans un temple égyptien. L'ambiance générale de ce roman, avec son thème éthique, son initiation ou illumination extatique, sa coloration égyptienne, ressemble à l'ambiance des écrits hermétiques. Même si Apulée n'était pas vraiment le traducteur d'Asclepio, cet ouvrage lui aurait certainement séduit. Augustin qualifie Apulée de platonicien et l'attaque pour ses opinions sur les esprits aériens ou les démons qu'il considérait comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes dans son travail sur le « démon » de Socrate. Augustin considère cela comme acquis, non pas parce qu'il ne croit pas aux esprits aériens ou aux démons, mais parce qu'il pense que ce sont des esprits méchants ou des démons. Il attaque ensuite Hermès Trismégiste pour avoir loué les Égyptiens pour la magie par laquelle ils attiraient de tels esprits ou démons dans les statues de leurs dieux, animant ainsi les statues ou en faisant des dieux. Ici, il cite verbalement le passage divin de l'Asclepio. Il discute ensuite de la prophétie selon laquelle la religion égyptienne prendra fin et des lamentations suscitées par sa disparition, qu'il interprète comme une prophétie de la fin de l'idolâtrie avec l'avènement du christianisme. Ici aussi, Hermès Trismégiste est un prophète de l'avènement du christianisme, mais tout le crédit en est ôté par la déclaration d'Augustin selon laquelle il avait cette prescience de l'avenir des démons qu'il adorait. Hermès présage ces choses comme un complice du diable, supprimant l'évidence du non-chrétien, et pourtant prédisant avec une triste indication que de là proviendrait le naufrage de toute leur superstition idolâtre. Car Hermès était un de ceux qui, connaissant Dieu, ne le glorifiaient pas comme Dieu, ni n'étaient reconnaissants, mais devenaient vains dans leur imagination, et leur cœur insensé était plein de ténèbres. Pourtant, poursuit Augustin, cet Hermès dit beaucoup de Dieu selon la vérité, bien que dans son admiration pour l'idolâtrie égyptienne il soit aveugle et qu'il ait prophétisé sa disparition du diable. En revanche, il cite un véritable prophète, comme Isaïe, qui a dit « Les idoles de l'Égypte seront émues en sa présence, et le cœur de l'Égypte fondra au milieu d'elle. » Augustin ne dit rien de la mention par Hermès du « Fils de Dieu », et tout son traitement du sujet est peut-être, en partie, une réponse à la glorification par Lactance d'Hermès en tant que prophète païen. Augustin confirmait ainsi par le grand poids de son autorité l'extrême antiquité d'Hermès Trismégiste, bien avant les sages et les philosophes de la Grèce. Et en lui donnant une généalogie, par laquelle il est daté 3 générations plus tard qu'un contemporain de Moïse, Augustin soulevait une question qui devait être très débattue concernant les dates relatives de Moïse et d'Hermès. Hermès était-il un peu plus tardif que Moïse, mais bien plus tôt que les Grecs, comme le disait Augustin? Était-il contemporain de Moïse, ou antérieur à Moïse? Tous ces points de vue devaient être partagés par les hermétistes l'image ultérieure. Le besoin de le dater par rapport à Moïse était stimulé par les affinités avec la Genèse qui doivent frapper tout lecteur du piment hermétique. D'autres auteurs chrétiens primitifs pourraient en apprendre davantage sur Hermès Trismégiste, en particulier de Clément d'Alexandrie, qui, dans sa description frappante de la procession des prêtres égyptiens, dit que le chanteur en tête de la procession portait 2 livres de musique et d'hymnes d'Hermès. L'horoscope portait 4 livres d'Hermès sur les étoiles. Au cours de cette description, Clément précise qu'il existe 42 livres d'Hermès Trismégiste, dont 36 contiennent toute la philosophie des Égyptiens, les 6 autres étant sur la médecine. Il est très improbable que Clément ait connu aucun des Hermetica qui nous sont parvenus, mais le lecteur de la Renaissance croyait avoir dans le Corpus Hermeticum et l'Asclepio de précieux survivants de cette grande bibliothèque sacrée dont parle Clément. Vers 1460, un manuscrit grec fut apporté de Macédoine à Florence par un moine, l'un de ses nombreux agents employés par Cosme de Médicis pour collecter des manuscrits pour lui. Il contenait une copie du Corpus Hermeticum, pas tout à fait complète, car elle ne contenait que 14 des 15 traités de la collection, le dernier étant manquant. Alors que les manuscrits de Platon étaient déjà rassemblés, en attente de traduction, Cosme ordonna à Ficin de les mettre de côté et de traduire immédiatement l'œuvre d'Hermès Trismégiste, avant de se lancer dans les philosophes grecs. C'est Ficin lui-même qui nous le dit,
Dans cette dédicace à Laurent de Médicis des commentaires de Plotin dans laquelle il décrit l'impulsion donnée aux études grecques par la venue de Gémistus Platon et d'autres savants byzantins au concile de Florence, et comment il fut lui-même chargé par Cosimo de traduire les trésors de la philosophie grecque qui arrivent actuellement en Occident depuis Byzance. Cosimo, dit-il, lui avait remis les œuvres de Platon pour traduction. Mais en 1463, Phissa reçut de Cosme la nouvelle qu'il devait d'abord traduire Hermès, puis traduire ensuite Platon. Phissa fit la traduction en quelques mois, alors que le vieux Cosme, mort en 1464, était encore en vie. Puis il commença par Platon. C'est une situation extraordinaire. Il y a les œuvres complètes de Platon qui attendent, et elles doivent attendre pendant que Phissa traduit rapidement Hermès, probablement parce que Cosimo veut le lire avant de mourir. Quel témoignage de la mystérieuse réputation du trois fois grand. Cosme et Phissa savaient par les pères qu'Hermès Trismégiste était bien antérieur à Platon. Ils connaissaient également le latin Asclepio, ce qui aiguise l'appétit pour la sagesse égyptienne plus ancienne provenant de la même source vierge. L'Égypte était avant la Grèce, Hermès était antérieur à Platon. Ce que Yeats reconstruit ici est une crise d'autorité intellectuelle qui a fondamentalement façonné la magie de la Renaissance. Deux pères de l'Église ont eu les mêmes textes hermétiques et sont parvenus à des conclusions opposées. Lactance, écrivant au début du IVe siècle, considérait Hermès comme un prophète païen dont l'invocation du « Fils de Dieu » et de la « Parole » le plaçait en alignement avec la théologie chrétienne un témoin gentil des vérités que le christianisme révélerait plus tard pleinement. Augustin, écrivant un siècle plus tard avec une précision théologique plus féroce, a vu les mêmes passages et a conclu que la capacité d'Hermès à prophétiser venait * démon, le rendant spirituellement peu fiable même s'il avait accidentellement raison. La magie dans l'Asclepio, la vivification des statues par la liaison des esprits, Augustin a explicitement condamné comme pratique démoniaque. Le génie de l'analyse de Yeats consiste à montrer comment les magiciens de la Renaissance ont exploité l'ambiguïté entre ces deux autorités. Si vous vouliez pratiquer la magie et rester chrétien, Lactance vous offrait une couverture. Hermès était ancien, faisait autorité et son enseignement était aligné sur la doctrine chrétienne sur la parole. Augustin vous proposait autre chose, la preuve que les textes étaient dangereux, ce qui voulait dire qu'ils étaient puissants. Certains magiciens ont adopté la stratégie consistant à affirmer que les passages répréhensibles ceux cités par Augustin à propos de l'animation des statues étaient des interpolations ultérieures, des corruptions ajoutées par des esprits inférieurs à l'original égyptien pur. D'autres, comme Giordano Bruno, abandonnant plus tard complètement le compromis et soutiendront que la religion magique égyptienne n'était pas du tout corrompue, mais la religion la plus vraie, et que le christianisme l'avait obscurcie. Mais tous avaient besoin qu'Hermès soit ancien avant Platon, puis proche de Moïse, originaire d'Égypte avant que la Grèce n'ait une philosophie. Ce problème généalogique, posé par Augustin lui-même lorsqu'il sortit avec Hermès 3 générations après Moïse, devint l'obsession des hermétistes de la Renaissance. L'ensemble de l'édifice intellectuel de la magie de la Renaissance dépend de la datation correcte, de la nécessité de rendre Hermès suffisamment vieux pour faire autorité et suffisamment précoce pour anticiper toute accusation de dériver du christianisme. L'idée la plus dévastatrice de Yeats arrive à la fin. Cosme de Médicis, mourant, ordonna à Phissa de traduire Hermès avant Platon. Les œuvres complètes de la source de la philosophie occidentale pourraient attendre. Un recueil fragmentaire de la sagesse égyptienne, dont Augustin avait qualifié la moitié de démoniaque, ne le pouvait pas. Ce n'était pas une bourse d'études. C'était la fin d'un mourant de toucher à quelque chose de plus ancien que la raison, de plus authentique que le système. Et cette fin, suggère Yeats, est ce qu'était réellement la Renaissance, non pas une récupération du savoir classique, mais une réorganisation occulte de toute la hiérarchie spirituelle de l'Occident. Suivant, Marcille Phissa, 3 livres sur la vie. Le Spitzenkarpetelema. Si cette archive vous est utile, soutenez-la sur Patreon. Lien dans la description.